Alors, les distances de sécurité, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, quand on va suivre un véhicule, il faut avoir ce qu'on appelle voilà, une bonne distance de sécurité. Donc il faut laisser un bel écart entre mon véhicule et le véhicule que je suis. Alors pourquoi il faut avoir un bel écart avec ce véhicule? Donc si jamais je suis trop proche, je suis un véhicule, si jamais tout d'un coup il se met à freiner, qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai un petit temps de réaction, je ne vais pas freiner tout de suite. Et si je suis trop proche, bah, moi je ne freine pas et j'arrive trop proche du véhicule et ça peut faire boum. On peut forcément venir percuter le véhicule si jamais il freine très fort. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir toujours une bonne distance de sécurité. Alors comment savoir si on a une bonne distance de sécurité avec le véhicule qu'on suit? Donc il faut laisser toujours une distance de 2 secondes. Donc ça c'est toujours n'importe quelle allure, n'importe quel moment, on laisse toujours 2 secondes d'écart entre nous et le véhicule. Alors comment savoir si on a 2 secondes? Donc on va prendre un point de repère sur le bord de la route, donc ça peut être n'importe quoi, un poteau, un panneau, une poubelle, n'importe quoi, ou même un petit trait. Et à partir du moment que ce véhicule passe ce point de repère, on va compter 2 secondes. Donc par exemple, ce véhicule passe, et là on commence à compter 0, 1, 2. Si nous on passe le point de repère avant les 2 secondes, c'est qu'on est trop proche. Si on passe pile poil au bon moment, aux 2 secondes ou après, c'est qu'on est à bonne distance. Donc là on va voir en vidéo plus concrètement comment ça se passe. Alors voici une petite vidéo, donc là on va voir sur cette vidéo comment savoir si on a une bonne distance de sécurité en temps réel, donc par rapport au véhicule qui va se trouver donc devant nous. Donc on va prendre un point de repère, vous allez voir une flèche au sol, et à partir du moment que le véhicule a passé cette flèche, on va commencer à compter. On va voir si la distance de sécurité est suffisante. Alors attention, on va prendre une flèche, 0, 1. Vous voyez là c'est pas bon. On va recommencer pour vérifier. 0, 1. Voilà, là on a à peu près donc une seconde et demie de distance de sécurité. Mais là on serait trop proche. Donc là une autre vidéo pour vérifier si on a une distance de sécurité suffisante. Donc on va le voir par rapport au véhicule voilà, qui va se trouver devant nous. Donc même chose, on va prendre au sol une flèche directionnelle. Donc on va prendre, vous allez voir, la deuxième flèche. 0, 1, 2. Voilà, là on n'a pas atteint du coup cette flèche avant les 2 secondes, donc là la distance sécurité est suffisante. Si le véhicule freine, là on aurait le temps largement de réagir et de freiner à notre tour. Alors ce qu'on vient de voir, donc ça c'est en pratique, quand vous allez conduire, ça va se passer comme ça. Mais au niveau du code de la route, quand on répond aux questions, donc des fois, la plupart du temps, ça va être des photos. Donc sur une photo, forcément c'est pas vivant, ça bouge pas, donc on peut pas compter 2 secondes, par exemple, entre le camion et nous. Donc là on va plus compter au niveau de distance, en termes de mètres. Donc la question qu'on peut avoir, qu'on peut vous poser, c'est à 90 km/h, est-ce que ma distance de sécurité est suffisante? Alors on va voir du coup, il y a un petit calcul pour calculer justement notre distance de sécurité. Alors on va voir ça. Donc par exemple la question, est-ce qu'à 50 km/h, quelle distance, là on va calculer en termes de mètres, quelle distance je dois laisser entre mon véhicule et celui que je suis. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? À 50 km/h, on va prendre le chiffre des dizaines de la vitesse. Donc à 50 km/h, le chiffre des dizaines, c'est le 5. Donc on va prendre ce nombre-là, donc le 5, et qu'est-ce qu'on va faire? On va le multiplier par 3. Donc 3 fois 5, ça nous donne 15. Qu'est-ce que ça va nous donner, donc ce résultat? Ça va nous donner donc les mètres par seconde. C'est-à-dire donc à 50 km/h, en 1 seconde, je vais parcourir 15 mètres. C'est-à-dire, donc si mon véhicule avance à 50 km/h, toutes les secondes, il va parcourir 15 mètres.
Donc 1 seconde, ce sera 15 mètres, 2 secondes, ce sera 30, 45, etc. Donc ça nous donne la vitesse donc, en mètres par seconde. Donc ça c'est très bien. On sait qu'à 50 km/h, du coup, on parcourt 15 mètres par seconde. Mais est-ce que ça nous donne la distance de sécurité? Donc non, puisque là, ça nous donne ce qu'on parcourt pendant 1 seconde. Rappelez-vous, on vient de le voir, la distance de sécurité, c'est égal à combien? En termes de temps, c'est égal à 2 secondes. Du coup, le calcul est simple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre donc notre résultat, en mètres pour 1 seconde, et ce résultat, forcément, on va le multiplier par 2 pour avoir nos 2 secondes. Donc 15 fois 2, ça nous donne 30. Ce qui nous donne donc ce qu'on parcourt à 50 km/h en 2 secondes, on parcourt 30 mètres. Donc à 50 km/h, il faut laisser une distance de sécurité de 30 mètres. Donc du coup très bien, on a notre résultat donc en termes de distance. On sait qu'on a 30 mètres. Mais après cette distance, il faut savoir forcément la reconnaître sur une photo. Alors comment faire pour reconnaître une distance? Donc il n'y a qu'un seul moyen, c'est au niveau des lignes. Forcément si on n'a pas de ligne, on ne va pas pouvoir évaluer une distance. Donc il faut avoir des lignes et savoir forcément la longueur de ces traits. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'un trait, n'importe quel trait, même ceux-ci, font 3 mètres de long. Et quand ils ont un grand espace entre eux, donc on a un espace de 10 mètres entre chaque trait. Éventuellement, ce qu'on peut savoir aussi, c'est l'autre ligne ici. Donc comme je vous ai dit, chaque trait blanc équivaut à 3 mètres. Et sinon, quand ils sont rapprochés, ce qu'on appelle la ligne de rive, on a 3,50 m entre ces deux traits. Donc on reprend la question qu'on peut avoir au code de la route. Donc à 90 km/h, est-ce que j'ai une bonne distance de sécurité? Donc dans un premier temps, on va déjà faire le petit calcul, hein, il faut débuter par là. Donc je vous laisse un petit instant, n'hésitez pas à mettre pause pour vous entraîner tout seul à faire le petit calcul. Donc j'attends un petit moment. Alors ce calcul, comment on le fait? Donc on a vu tout à l'instant, donc on va prendre le chiffre des dizaines de la vitesse. Donc à 90 km/h, le chiffre des dizaines c'est 9. Et ce 9, donc on va le multiplier par 3. Donc 3 fois 9, ça nous donne 27. Je vous rappelle, c'est ce qu'on parcourt pendant 1 seconde. Comme la distance de sécurité c'est 2 secondes, ce nombre, on va le multiplier par 2. Ce qui nous donne une distance de sécurité de 54 mètres à 90 km/h. Donc on a notre résultat après avoir sur la photo si on a bien nos 54 mètres. Donc je vous rappelle un petit trait 3 mètres et 10 mètres entre chaque trait. Donc déjà on va calculer l'espace des grands traits. Donc on a un espace, 2 espaces, 3 espaces, 4 espaces. Donc on a 40 mètres. Et chaque petit trait, donc 3 mètres. Donc déjà 3 ça fait à peu près une dizaine de mètres. Donc là on est à 50 plus les 3 ici, donc on est à peu près à 56 mètres. Donc on a à peu près nos 54 mètres de distance de sécurité. Et pour le bon point de repère, voilà, 90 km/h, il faut laisser 5 petits traits. C'est le petit point de repère, assez simple aussi à voir à 90 km/h. Donc là, on a une bonne distance de sécurité. Donc ça, c'est sur les routes normales, entre guillemets, hein, où c'est limité à 90. Mais des fois, on est sur voie rapide ou autoroute. Donc là, ça va un petit peu plus vite. Et puis là, c'est pas évident de forcément aussi compter le nombre de traits. Même sur une photo, vous voyez, là, je sais pas trop combien de traits exactement j'ai. Donc il y a une méthode beaucoup plus simple, et ça même en roulant, que ce soit sur une photo ou en roulant. On va laisser 2 grands traits de la bande d'arrêt d'urgence. Donc ça c'est assez simple, ça c'est valable sur autoroute ou voie rapide. Donc je pense que vous avez déjà vu donc ces panneaux affichés, donc on a ça surtout sur autoroute. Donc un premier panneau qui nous dit attention de vérifier votre distance de sécurité, et ça nous signifie que si on laisse que
un trait, attention, danger. Forcément, on est trop proche. Et 2 traits, on a une sécurité, ce que je viens de vous dire. Donc il faut laisser 2 grands traits entre moi et le véhicule que je suis, que ce soit donc sur autoroute ou voie rapide, route à accès réglementé. Alors ensuite, donc distance de sécurité entre chaque véhicule qui se suivent. On parle aussi de distance de sécurité quand on va dépasser des usagers donc vulnérables. C'est-à-dire on va voir les piétons et les deux roues. Donc il ne faut pas passer trop proche de ces usagers quand on les dépasse. Donc il faut laisser voilà, une bonne distance de sécurité. Pourquoi? Parce que ces usagers, donc déjà ils sont vulnérables, ils sont moins protégés, et surtout donc ils peuvent faire des écarts. Hein. Ce scooter par exemple peut faire un écart sans faire exprès, un coup de vent, etc. Donc si je le rase de trop, voilà, il peut, s'il se déporte, je risque de le percuter. Et le fait aussi, un véhicule, une voiture qui passe assez vite, avec l'appel d'air, donc ça peut aussi projeter un peu plus ce scooter de l'autre côté. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop passer trop proche des deux roues. Donc comme je vous ai dit, hein, c'est les usagers vulnérables, c'est-à-dire donc les deux roues, ainsi que les piétons. Même un piéton, va falloir laisser une bonne distance de sécurité en le dépassant. Alors cette distance, ça va être de combien? Alors ça va dépendre si on est en ville ou hors agglomération. Alors ça c'est réglementé, donc en ville, il va falloir laisser un intervalle d'au moins 1 mètre. Donc c'est-à-dire je n'ai pas le droit de passer à moins d'1 mètre. Alors forcément je peux laisser plus, hein, mais ce sera au minimum 1 mètre si on est en ville. Par contre si on est hors agglomération, là ça va passer cet écart à 1,50 m. Au minimum, hein, toujours. Alors pourquoi c'est plus hors agglomération? Parce que on circule généralement plus vite. Donc plus on roule vite, plus il faut laisser de distance de sécurité. Donc je vous rappelle 1 mètre en ville, 1,50 m hors agglomération. Alors maintenant on va parler de la distance d'arrêt. Donc attention, voilà, il ne faut pas confondre la distance de sécurité et la distance d'arrêt. C'est vrai que quand vous répondez aux questions, des fois, on confond les deux. Alors qu'est-ce que c'est la distance d'arrêt? La distance d'arrêt, c'est à partir du moment que le véhicule donc roule normalement. Donc par exemple, la situation, c'est qu'un cycliste traverse juste devant nous. Donc la distance d'arrêt, c'est à partir du moment que le conducteur va apercevoir du coup ce cycliste jusqu'au moment que le véhicule s'arrête, parce que là la situation fait qu'il va falloir freiner pour s'arrêter, pour pas percuter le cycliste. Donc la distance d'arrêt, voilà, c'est à partir du moment qu'on le voit et que le véhicule s'arrête. Alors on va voir ce qui se passe durant cette distance d'arrêt. Alors dans un premier temps, donc on vient de le voir, le conducteur va apercevoir l'obstacle, par exemple le cycliste. Qu'est-ce qui va se passer juste après? Donc juste après, on ne réagit pas. On a ce qu'on appelle un temps de réaction. C'est-à-dire donc à partir du moment que les yeux aperçoivent l'information va arriver ensuite au cerveau. Le cerveau va falloir qu'il analyse ce qu'il voit, réfléchit et prendre une décision. À partir du moment qu'il a pris une décision, il faut qu'il envoie l'information aux muscles du corps, et là par exemple forcément il va falloir freiner. Donc on a un temps de réaction. Donc c'est à partir du moment qu'on aperçoit l'obstacle, qu'on réfléchit, qu'on prend une décision et qu'on agit sur les commandes. Voilà le temps de réaction. Alors, il est en moyenne d'1 seconde à peu près, hein, ce temps de réaction. Ce qu'il faut savoir pendant ce temps-là, c'est que quand on ne freine pas, on ne freine qu'à partir de cet endroit-là, à partir du moment qu'on réagit. Donc ce qui est important à savoir, c'est que pendant ce temps-là, le véhicule, lui, reste forcément à la même allure. On ne réagit pas. Donc pendant cette distance parcourue pendant le temps d'action, le véhicule ne ralentit pas. Par contre, à partir du moment qu'on agit, donc là j'appuie sur la pédale de frein, donc là à partir de ce moment-là, le véhicule va se mettre à freiner. Et là ensuite on a ce qu'on appelle la distance de freinage, c'est-à-dire la distance que va mettre le véhicule pour se stopper, s'arrêter. Et ça forcément, ça varie en fonction de la vitesse.
plus on va rouler vite, plus la distance de freinage sera grande. C'est pour ça qu'on a des limitations de vitesse, donc par exemple 50 en ville, pour que la distance de freinage soit assez courte, et même forcément des zones 30 pour que ce soit encore plus court. Donc voilà, donc on récapitule, donc la distance d'arrêt, c'est la distance parcourue pendant le temps de réaction, plus la distance de freinage. Donc il ne faut pas oublier, parce qu'on a toujours tendance à associer la distance de freinage à la distance d'arrêt. Donc ce qui n'est pas la même chose, parce que voilà, forcément, on oublie la distance parcourue pendant le temps de réaction. Donc on récapitule, donc la distance d'arrêt, c'est à partir du moment que je vois la chose ou l'obstacle, je réfléchis, j'analyse et je prends une décision et ensuite j'agis. Je vous rappelle, ça c'est le temps de réaction qui est environ d'1 seconde. Ensuite, j'agis. Là par exemple, la situation, il faut freiner. Donc je freine, je freine, je freine, je freine, je freine. Le véhicule freine, freine, freine jusqu'à ce qu'il s'arrête. Alors cette distance d'arrêt, comme la distance de sécurité, donc ça se calcule pour savoir quelle distance on va parcourir pour cette distance d'arrêt, suivant la vitesse. Donc ça se calcule aussi. Donc on va voir ça ensemble. Donc par exemple, on peut avoir une question posée, à 50 km/h, ma distance d'arrêt sera d'environ combien? Donc un petit peu le même principe que pour la distance de sécurité, on va prendre le chiffre des dizaines de la vitesse. Donc là, 50 km/h, le chiffre des dizaines, c'est 5. Donc par contre, là, on ne va pas le multiplier par 3. Comme pour la distance de sécurité, là, ce qu'on va faire, on va le multiplier par lui-même. On reprend ce nombre et on va le multiplier par lui-même. Ce qui va nous donner, donc forcément c'est environ, c'est pas un calcul exact, mais ce qui nous donne donc 5 fois 5, 25 mètres. Donc ça nous donne la distance d'arrêt à 50 km/h. Ma distance d'arrêt sera d'environ 25 mètres. Donc c'est forcément un calcul approximatif. Mais là voilà, c'est assez simple. On prend le chiffre des dizaines de la vitesse et on va le multiplier par lui-même. On va prendre un autre exemple. Donc à 80 km/h, ma distance d'arrêt sera d'environ combien? Je vous laisse éventuellement mettre pause ou réfléchir assez rapidement. Donc à 80 km/h, ma distance d'arrêt sera d'environ de combien? Alors toujours le même principe, donc on va prendre le chiffre des dizaines de la vitesse, donc à 80 km/h c'est 8, et 8, qu'est-ce qu'on va faire? On va le multiplier par lui-même. Donc 8 fois 8, ce qui nous donne 64. Donc à 80 km/h, la distance d'arrêt est d'environ 64 mètres. Alors vous voyez, est-ce que la vitesse a beaucoup augmenté? Entre 50 km/h et 80, on va dire on a 30 km/h d'écart. Donc la vitesse n'a pas doublé. Par contre, regardez bien, la distance d'arrêt, elle a fait plus que doubler. Donc c'est énorme. On n'a pas beaucoup d'écart au niveau de l'allure. Par contre, on a un très gros écart au niveau distance d'arrêt. Donc c'est pour ça que voilà, il faut pas rouler excessivement vite, puisque voilà, on a une distance d'arrêt forcément qui est très très longue si jamais on roule plus vite. Maintenant, on va parler donc du temps de réaction. Donc le temps de réaction, comme je vous ai dit, il est d'environ 1 seconde. Donc c'est à peu près 1 seconde pour tout le monde. Alors après, on peut diminuer un petit peu ce temps de réaction en anticipant. Si j'anticipe les choses, je vais prévoir à l'avance et si jamais ça se passe, hop, je vais pouvoir réagir un petit peu plus tôt. Mais on peut pas vraiment donc on peut pas le baisser très fortement. Alors par contre, qu'est-ce qui peut se passer par contre, c'est que ce temps de réaction, il peut augmenter. À cause de quoi? Donc forcément, si on consomme de l'alcool, de la drogue ou des médicaments, donc ce temps de réaction peut forcément augmenter. On vient de le voir, si on augmente le temps de réaction, on augmente la distance d'arrêt. Donc on va mettre plus de temps
pour s'arrêter. Donc forcément, si on est fatigué, si aussi on n'est pas vigilant sur ce qui se passe, comme je vous ai dit, voilà, le temps de réaction va augmenter. Si je suis attentif, si j'anticipe, je peux essayer de descendre ce temps de réaction en dessous d'une seconde. Mais voilà, inversement, si je ne suis pas attentif, si je n'anticipe pas, mon temps de réaction forcément sera supérieur à une seconde. Et forcément, si on a une situation inattendue, forcément, on mettra un petit peu plus de temps à réagir. Donc c'est pour ça, on vous dit toujours, quand on conduit, il faut anticiper, essayer de prévoir à l'avance pour réduire ce temps de réaction. Alors par rapport au temps de réaction, vous pouvez avoir aussi une question au niveau du code de la route, et on va vous demander par exemple la distance parcourue pendant ce temps de réaction. Il va falloir être capable de calculer cette distance parcourue pendant le temps de réaction. Donc par exemple la question c'est à 50 km/h, quelle sera ma distance parcourue pendant ce temps de réaction. Je vous laisse maintenant mettre pause et réfléchir donc un petit peu pour si vous avez le calcul en tête. Parce que le calcul, on l'a fait un petit peu précédemment en rapport avec la distance de sécurité. Alors ce calcul, quel calcul ça va être? Donc on a vu tout à l'heure que la distance de sécurité, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait un calcul déjà pour une seconde et après on multipliait par 2 pour avoir les 2 secondes. Du coup, là c'est juste le premier calcul puisque nous on souhaite savoir la distance qu'on parcourt pendant une seconde. Donc on reprend donc le chiffre des dizaines de la vitesse et on va multiplier par 3, ce qui va nous donner 15 mètres par seconde, c'est-à-dire donc à 50 km/h, en une seconde, on parcourt 15 mètres. Donc le temps que je réagisse, à 50 km/h, j'aurai déjà parcouru 15 mètres. Pendant ce temps-là, ma voiture, forcément, je ne vais pas agir sur les commandes, elle ne va pas freiner. Ce qui est quand même assez conséquent, 15 mètres c'est quand même assez long. Alors maintenant, on va parler de la distance de freinage. Donc on l'a vu tout à l'heure, la distance de freinage, c'est à partir du moment qu'on agit sur la pédale de frein et que le véhicule se stoppe. Alors cette distance de freinage, est-ce qu'on peut la diminuer? Donc non, il n'y a rien qui peut diminuer une distance de freinage. Donc ça, il faut le savoir par cœur. À partir du moment qu'on freine très très fort, on n'a plus qu'à attendre que le véhicule s'arrête. On a beau être le meilleur des pilotes, voilà, il va pas freiner forcément plus fort. Voilà, à partir du moment qu'on freine très très fort, le véhicule s'arrête et puis voilà, on a une distance de freinage et ça se calcule aussi. Donc, qu'est-ce qui pourrait éventuellement diminuer une distance de freinage? Voilà, si on mettrait un parachute ou chose comme ça, ou si on mettrait les pieds par terre pour essayer de freiner plus, mais forcément, chose qu'on n'a pas dans une voiture de tous les jours. Donc voilà, il faut savoir qu'il n'y a rien qui réduit les distances de freinage. Même tous les aides à la conduite, que ce soit l'ABS, l'ESP, l'AFU, tout ça ne réduit pas les distances de freinage. Donc à quoi ça sert? Donc juste après je vais vous passer une petite vidéo qui va vous expliquer en vidéo l'ABS et l'ESP. Donc l'ABS c'est l'anti-blocage des roues. Ça sert donc lorsqu'on freine très très fort à garder le contrôle de la trajectoire. Et l'ESP, donc ça c'est pas quand on freine, c'est quand la voiture se met à déraper, soit en donnant un coup de volant, ou soit elle dérape. Et le principe aussi est de garder le contrôle de la trajectoire. Donc les deux, ça permet de garder le contrôle de la trajectoire et non de freiner plus fort, de diminuer la distance de freinage. Donc l'ABS, on contrôle la trajectoire lors d'un freinage violent, c'est généralement un freinage d'urgence. L'ESP, c'est lors d'une perte de contrôle du véhicule, lors d'un dérapage éventuellement. L'AFU, donc l'AFU, c'est ce qu'on appelle l'aide au freinage d'urgence. Donc ça s'enclenche uniquement quand on fait un freinage d'urgence. Donc lorsqu'on fait un freinage d'urgence, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appuyer très très fort sur la pédale de frein, de toutes ses forces. Il ne faut pas hésiter, on appuie très très fort sur la pédale de frein. Alors il y a des études qui ont été réalisées par rapport au freinage d'urgence,
et on s'est aperçu qu'il y avait des conducteurs qui ne savaient pas justement comment se comporter en cas d'urgence. Il y avait des conducteurs qui hésitaient à appuyer très très fort sur la pédale de frein, soit pour justement ne pas déraper, ou soit pour pas abîmer le véhicule. Donc on s'est aperçu de ça. Alors je viens de vous dire que lors d'un freinage d'urgence, il faut appuyer à fond sur la pédale de frein. Donc l'aide au freinage d'urgence, qu'est-ce que ça va faire? Justement, donc si le véhicule détecte qu'on est en freinage d'urgence, ça va amplifier la force du freinage. Donc ça va vous aider à appuyer à fond sur la pédale de frein. Donc voilà, et en même temps, ça va allumer automatiquement les feux de détresse pour prévenir ceux qui sont derrière. Donc voilà l'utilité de l'AFU. Donc si jamais on freine très très fort, ça amplifie le freinage. Donc ça fait freiner vraiment très très fort la voiture, le plus fort possible, et en même temps, ça allume les feux de détresse. Donc voilà, après donc on reste ensemble, il y a une petite vidéo donc voilà sur l'ABS et l'ESP qui est bien explicative. On voit ça ensemble. Une autoroute bien dégagée, tout semble parfait. Soudain, un bouchon dans un virage. Le conducteur pile et essaie d'éviter l'accident. Mais le véhicule ne répond plus à ses tentatives de braquage. Sans ABS, les roues bloquent. Impossible de diriger la voiture. Une autoroute bien dégagée, tout semble parfait. Soudain, un bouchon dans un virage. Le conducteur pile et peut éviter l'accident en braquant à gauche. Avec l'ABS, on peut diriger sa voiture même si l'on freine à fond, car l'ABS évite le blocage des roues. Au cours des situations de conduite de tous les jours, le véhicule est soumis à des forces latérales. Si l'on roule un peu trop vite ou si l'on donne un brusque coup de volant, ces forces peuvent déstabiliser le véhicule. Le contrôle dynamique de trajectoire ESP s'oppose à cette tendance dès son apparition. À cet effet, il intervient sur les freins, éventuellement sur le moteur et même aussi sur la boîte de vitesse. L'ESP comprend les composants suivants. Un capteur de vitesse au niveau de chaque roue. Le capteur de lacet mesure la vitesse de rotation du véhicule autour de son axe vertical. Le capteur d'angle de volant enregistre le souhait de braquage du conducteur. À partir des signaux des capteurs, le calculateur détermine l'instant et le mode de désintervention. Le groupe hydraulique fait monter et baisser la pression de freinage au niveau des freins de roue. Que se passe-t-il lors de la première manœuvre de braquage? Le conducteur doit obliquer rapidement vers la gauche. Le capteur d'angle de volant signale cette manœuvre au calculateur ESP. Le capteur de lacet signale toutefois que le véhicule tente à sous-virer, c'est-à-dire qu'il glisse tout droit sur l'obstacle. En quelques fractions de secondes, l'ESP freine très vite et très énergiquement la roue arrière gauche. Cela produit la contre-force voulue et le véhicule suit alors l'attente du conducteur. Que se passe-t-il en cas de contre-braquage? Au moment du contre-braquage, pour rester sur la voie de gauche après la manœuvre d'évitement, le véhicule tente à survirer, c'est-à-dire que sa partie arrière risque de chasser vers la gauche. Le couple de rotation vers la droite est plus fort que celui souhaité par le conducteur. Dans ce cas, l'ESP freine alors la roue avant gauche. Le couple de rotation diminue. Au lieu de partir en dérapage, le véhicule reste stable grâce à l'ESP. Voilà, j'espère que cette petite vidéo donc vous a bien servi pour bien comprendre comment fonctionnait et à quoi servait un ABS et un ESP. Mais voilà, je le répète encore, hein, mais tout ça ne va pas faire diminuer les distances de freinage. Donc, si vous avez bien compris tout ça, maintenant on va passer à un petit test avec quelques petites questions pour voir si vous avez bien compris ce petit cours. Allez, c'est parti. Question 1. L'AFU, aide au freinage d'urgence, sert à actionner automatiquement les freins, réponse A, accentuer le freinage, réponse B, déclencher l'anti-blocage des roues, réponse C.
Alors l'AFU. Alors l'AFU, l'aide au freinage d'urgence, à quoi ça sert? Alors déjà, comment ça se passe au niveau de l'AFU, l'aide au freinage d'urgence? Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les véhicules ne sont pas équipés de ça, c'est surtout les véhicules récents. Alors qu'est-ce que c'est sinon? Donc on a des capteurs au niveau de la pédale de frein, et donc la voiture, les ordinateurs de la voiture vont regarder comment on appuie sur la pédale de frein. Si on appuie normalement, c'est-à-dire assez doucement, pas de souci. Si par contre le conducteur appuie soudainement et très fort sur la pédale de frein, donc là la voiture va détecter qu'on est en freinage d'urgence, on est dans un cas d'urgence. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de conducteurs qui ne savent pas comment se comporter lors d'un cas d'urgence. Comment je vais freiner? Est-ce que je vais freiner très très fort de toutes mes forces? Est-ce qu'il faut avoir une petite réserve sur les freins afin de ne pas éventuellement bloquer les roues, etc. Donc voilà, il y a des gens qui ne savent pas vraiment en cas d'urgence quel comportement à avoir. Il y a eu des études qui ont été faites là-dessus et on s'est rendu compte de ça. Donc c'est pour ça qu'ils ont instauré l'aide au freinage d'urgence, pour faire en sorte que le véhicule se stoppe le plus rapidement possible, parce qu'il faut freiner le plus fort possible. Donc la pédale de frein va s'enfoncer le plus fort possible, pour que le véhicule freine le plus fort possible. Donc du coup, ça va accentuer le freinage. Ça va nous aider à freiner très très fort, si on ne l'a pas fait. Et automatiquement, en même temps que ça va actionner les feux de détresse pour prévenir ceux qui sont derrière nous qu'on s'est arrêté en cas d'urgence. Et dans ça, donc ça va utiliser donc l'AFU, l'aide au freinage d'urgence, va utiliser aussi l'anti-blocage des roues, ce qu'on appelle l'ABS. Donc ça va utiliser aussi l'ABS pour freiner forcément le mieux possible, parce que si comme ce véhicule on bloque les roues, on glisse. Du coup, la distance de freinage est un petit peu plus allongée, et aussi on n'a pas le contrôle de la trajectoire. Donc l'anti-blocage des roues permet de garder le contrôle de la trajectoire et d'optimiser donc le freinage. Donc bonne réponse, B et C. Donc ça sert à accentuer le freinage et en même temps à ne pas bloquer les roues. Question 2. Le système de freinage ABS permet de réduire les distances de freinage. Oui, réponse A. Non, réponse B. De garder le contrôle de la trajectoire. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors le système ABS sur un véhicule, à quoi ça sert? Donc ça sert lors d'un freinage d'urgence, c'est-à-dire qu'on appuie très très fort sur la pédale de frein, ça sert à ne pas bloquer les roues. Quel est l'intérêt de ne pas bloquer les roues? Donc le problème, si on bloque les roues, on glisse, on perd le contrôle de la voiture, tout simplement, donc on risque de partir en dérapage. Donc comme sur un vélo, sur un vélo, si vous freinez très fort du frein arrière, vous allez bloquer la roue arrière, donc votre vélo va partir en dérapage. Quand c'est voulu, du coup, pas de souci, mais quand c'est pas voulu, c'est un petit peu embêtant. Donc si jamais je ne bloque pas les roues, je garde le contrôle de mon véhicule. Par contre, est-ce que ça permet donc de réduire les distances de freinage? Non. Un ABS, c'est pas un système de freinage plus puissant. Je vais pas mieux freiner avec un ABS. Donc bonne réponse B. Par contre, ça permet de garder le contrôle de la trajectoire. Donc bonne réponse C. Donc B et C. Question 3. La distance de sécurité est suffisante? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors pour savoir si on a une bonne distance de sécurité, donc on peut beaucoup s'aider au niveau des marquages au sol, notamment donc les lignes.
Alors quand on est sur voie rapide ou sur autoroute, ce qui est le cas, on est sur une chaussée en sens unique séparée par un terre-plein central. Donc on roule à la vitesse maximale autorisée, donc il faut laisser 2 grands traits de la bande d'arrêt d'urgence. Donc là on n'a que un grand trait, donc on est beaucoup trop proche du véhicule. C'est-à-dire si ce véhicule se met à freiner brutalement, j'aurai pas assez de temps pour réagir et m'arrêter. Donc il faut laisser 2 grands traits de la bande d'arrêt d'urgence. Là j'en ai qu'un, la distance de sécurité n'est pas suffisante. Réponse B. Question 3. Certains régulateurs de vitesse aident à maintenir les espaces de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors déjà les régulateurs de vitesse, qu'est-ce que c'est? Un régulateur, donc on va afficher la vitesse souhaitée. Donc par exemple, on roule à 90, donc on va programmer 90 km/h. Et dès qu'on va enclencher, on va activer le régulateur de vitesse. Donc le véhicule va tout seul rouler à 90, c'est-à-dire on va pas accélérer et tout seul le véhicule va rouler à 90. Après ça se désactive automatiquement dès qu'on freine ou qu'on change de vitesse ou qu'on appuie sur le bouton pour le désactiver. Alors après, est-ce que certains régulateurs aident à garder les distances de sécurité? Donc oui, comme c'est affiché par exemple sur l'image, on va programmer éventuellement les 2 secondes de distance de sécurité entre moi et le véhicule que je suis. Donc du coup avec des capteurs, le véhicule va capter le véhicule qui est devant nous et du coup va automatiquement, par exemple si on a 90 et puis ce véhicule roule à 80, va automatiquement baisser l'allure de notre véhicule pour s'adapter au niveau de la distance de sécurité. Donc oui, certains, ce qu'on appelle les régulateurs adaptatifs, donc permettent de garder cette distance de sécurité si jamais on l'active forcément. Donc oui, bonne réponse A. Question 5. Avec un véhicule équipé de l'ABS, les distances de freinage sur sol sec sont fortement plus courtes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors l'ABS, qu'est-ce que c'est sur les véhicules? Donc c'est lorsqu'on freine très très fort, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de ne pas bloquer les roues. Vous voyez sur cette image, le véhicule est en train de bloquer les roues, c'est pour ça que ça fait de la fumée. Donc l'ABS voilà, permet de ne pas bloquer les roues lorsqu'on freine très très fort. Alors quel est l'intérêt de ça? Ça permet de garder le contrôle de la trajectoire. C'est-à-dire si je freine très fort et j'ai besoin pour une raison ou pour une autre de dévier un petit peu à gauche ou à droite, je peux le faire puisque mes roues ne vont pas se bloquer. Par contre, comme ce véhicule, il bloque ses roues, s'il tourne le volant à gauche ou à droite, comme il glisse, ça va rien faire. Son véhicule va continuer d'aller tout droit. Donc vous voyez, par exemple, s'il veut éviter les cônes ici, il ne pourra pas. Avec l'ABS, si je tourne mon volant, je vais pouvoir éventuellement éviter ces cônes, mais pas quand je bloque les roues. Donc ça sert à ça l'ABS, ça sert à garder le contrôle de la trajectoire tout en freinant très très fort. Par contre, est-ce que ça réduit fortement les distances de freinage? Donc non, on ne va pas mieux freiner avec un ABS. Un ABS, c'est pas des freins plus puissants. Voilà, c'est juste un petit système électronique. Donc un système électronique ne servira jamais à raccourcir les distances de freinage. Qu'est-ce qui peut raccourcir les distances de freinage? Il n'y a rien sur un véhicule, à part si on mettrait un parachute derrière, des plus gros freins. Voilà, ça pourrait réduire les distances de freinage. Mais sinon, voilà, un système électronique ne pourra rien faire, voilà, autrement que par exemple, voilà, garder le contrôle de la trajectoire, etc. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, il n'y a rien sur un véhicule qui réduit les distances de freinage. Donc non. Bonne réponse B.
Question 7. Ces véhicules roulent à 20 km/h. Je me rapproche d'eux pour les inciter à rouler plus vite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, quand on se retrouve derrière un véhicule qui, à notre goût, avance pas assez rapidement, est-ce qu'il faut s'avancer vers eux? Donc non, hein, il ne faut pas se rapprocher d'eux, hein, pour plusieurs raisons. Première raison évidente, distance de sécurité. Si jamais je me rapproche trop des véhicules, si jamais ils freinent, si j'ai pas une bonne distance de sécurité, je vais leur rentrer dedans. Donc déjà, première chose, distance de sécurité. Autre chose, il ne faut pas, entre guillemets, mettre la pression sur les autres conducteurs pour qu'ils roulent plus vite. Si le conducteur roule à l'allure qu'il roule, c'est que lui, il estime qu'il roule à l'allure convenable pour lui, hein, parce que chaque conducteur va adapter son allure qu'il souhaite, hein. Donc il y a des conducteurs qui vont rouler plus vite ou moins vite que d'autres. Donc la bonne attitude qu'il faut faire, c'est il faut patienter jusqu'à que j'arrive à un endroit où je vais pouvoir dépasser et enfin éventuellement rouler à l'allure que je souhaite. Alors surtout dans les conditions qu'on a sur la photo, forcément on a de la neige, sûrement du verglas aussi, donc il ne faut pas rouler très rapidement. Donc 20 km/h ça reste assez lent, mais c'est peut-être l'allure idéale dans ces conditions. C'est pas parce que c'est marqué 70 km/h qu'il faut forcément rouler à 70 km/h. Mais voilà, mais même si on pourrait rouler plus vite, on ne met pas la pression aux autres et il faut garder toujours de bonnes distances de sécurité. Il faut être patient jusqu'à qu'on arrive à un moment où on va pouvoir dépasser. Donc je me rapproche, non. Bonne réponse B. Question 9. Hors agglomération, pour dépasser ce piéton, je dois laisser un intervalle minimal de 0,50 m, réponse A, 1 m, réponse B, 1,50 m, réponse C, 2 m, réponse D. Alors si je circule hors agglomération, donc le minimal pour les usagers vulnérables, c'est-à-dire les piétons et les deux roues, c'est au minimum 1,50 m. Donc je dois laisser au minimum 1,50 m. Les 1 m, ça c'est en agglomération. Donc je dois laisser au minimum combien? Donc 1,50 m. Donc bonne réponse C. Question 11. À 70 km/h, la distance d'arrêt est d'environ 50 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 90 km/h, la distance d'arrêt est d'environ 50 mètres. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors là, on nous demande la distance d'arrêt. Donc faites attention toujours à ne pas confondre avec la distance de sécurité. C'est vrai qu'on confond des fois les deux, donc ce qui n'est pas la même chose. La distance d'arrêt, ça comprend donc la distance parcourue pendant le temps de réaction, plus la distance de freinage. Alors comment calculer rapidement cette distance d'arrêt par rapport à l'allure? Donc c'est assez simple, on va prendre le chiffre des dizaines de la vitesse et on va le multiplier par lui-même. Donc 7 fois 7, 70 km/h, le chiffre des dizaines c'est 7. Donc 7 fois 7, ça fait, donc ça nous donne un total de
49. Donc ce qui est très proche forcément des 50 mètres. Donc à 70 km/h, ma distance d'arrêt sera environ de 50 mètres. Par contre, à 90 km/h, donc on fait 9 x 9, ce qui nous donne du coup 81 mètres. Donc environ 81. Donc c'est pas 50 mètres à 90 km/h. Donc bonne réponse A et D. Donc ce qu'il faut retenir, pour la distance d'arrêt, on prend le chiffre des dizaines de la vitesse et on va le multiplier par lui-même. Donc bonne réponse A et D. Question 13. Je suis à plus de 2 secondes du véhicule devant moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc ici apparemment nous sommes sur une autoroute puisque notre vitesse indiquée est 130 km/h, donc on peut rouler qu'à 130 uniquement sur les autoroutes. Alors on nous demande la question, est-ce que je suis à 2 secondes du véhicule qui est devant moi? Alors 2 secondes, qu'est-ce que c'est? C'est la distance de sécurité qu'il faut laisser entre moi et le véhicule que je suis. Donc sur autoroute, pour savoir si on a une bonne distance de sécurité quand on roule à la vitesse maximale autorisée, ce qui est le cas, il faut laisser 2 grands traits de la bande d'arrêt d'urgence. Ici, est-ce qu'on a 2 grands traits? Non, on n'en a que 1. Donc là, on est plus à 1 seconde du véhicule que 2 secondes. Donc là, non, je ne suis pas à 2 secondes du véhicule. Et ma distance de sécurité, par la même occasion, n'est pas bonne. Donc bonne réponse, B. Question 14. J'ai une bonne distance de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je change de voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici nous circulons sur une 2x2 voies séparée par un terre-plein central. Alors comment savoir sur ce type de route si j'ai une bonne distance de sécurité? Donc ça c'est assez simple, ça va être par rapport aux traits, aux lignes de la bande d'arrêt d'urgence. Donc lorsqu'on a une bande d'arrêt d'urgence, il faut laisser 2 grands traits entre moi et le véhicule que je suis. Donc là j'en ai combien? Donc j'ai même pas un trait, vous voyez, on voit même pas entièrement le trait, donc forcément ma distance de sécurité n'est pas suffisante. Si jamais ce véhicule se met à freiner très fort, je risque forcément de lui rentrer dedans. Donc ma distance de sécurité n'est pas bonne, du coup est-ce que je peux changer de voie? Donc je vous rappelle, avant de changer de voie, il faut toujours vérifier avant, derrière, s'il y a quelqu'un qui arrive. Donc ça on le sait grâce au rétro, donc j'aperçois dans le rétro intérieur un véhicule sur ma gauche ainsi que dans le rétroviseur extérieur. Donc un véhicule me dépasse, je ne peux pas pour l'instant changer de voie. Du coup la seule solution qu'il faudrait faire à cet instant, c'est de ralentir pour augmenter la distance de sécurité. Donc la distance de sécurité est bonne, donc non, et je change de voie non plus. Donc bonne réponse B et D. Question 18. À 90 km/h, la distance de sécurité doit être d'environ 25 mètres, réponse A, 50 mètres, réponse B, 80 mètres, réponse C. Alors, on nous demande donc la distance de sécurité. Donc je vous rappelle, la distance de sécurité, c'est l'espace qu'on va laisser entre 2 véhicules. Pourquoi il faut une distance de sécurité? Si jamais ce véhicule freine tout d'un coup très très fort, il faut que je l'ai le temps de réagir et de freiner à mon tour.
Alors comment calculer cette distance de sécurité? Donc c'est assez simple. On va prendre le chiffre des dizaines de la vitesse. Donc là, 90 km/h, le chiffre des dizaines, c'est 9. Et dans un premier temps, on va multiplier par 3. Donc 3 fois 9, ça nous donne 27. Alors qu'est-ce que ça nous donne, 27? Ça nous donne ce qu'on parcourt pendant 1 seconde. Donc c'est-à-dire à 90 km/h, pendant 1 seconde, je vais parcourir à peu près 27 mètres. Alors, la distance de sécurité, par contre, c'est combien de temps? Donc il faut laisser, entre moi et le véhicule que je suis, il faut laisser toujours 2 secondes au niveau du temps. Alors du coup, nous on a fait le calcul pour 1 seconde. On vient de dire qu'en 1 seconde, à 90 km/h, on parcourt environ 29 mètres. Mais du coup, ce nombre va falloir multiplier par 2 pour avoir les 2 secondes de distance de sécurité. Donc 27 fois 2, ça nous donne 54. Donc ce qui nous donne à peu près 50 mètres de distance de sécurité. Donc ce qu'il faut savoir, voilà, c'est on prend le chiffre des dizaines de la vitesse et on va multiplier par 3 pour avoir ce qu'on parcourt pendant 1 seconde. Parce que des fois, la question ça peut être quelle est la distance que je parcours durant le temps de réaction. Le temps de réaction, c'est à peu près 1 seconde. Du coup, à 90 km/h, durant le temps de réaction, je parcours environ 27 mètres. Donc voilà. Mais voilà, la distance de sécurité, c'est 2 secondes. Donc ce nombre, il faut le multiplier par 2. Ou il y en a ce qu'ils font, c'est multiplient le 9 par 6 directement, ce qui revient au même aussi. Donc on est environ 50 mètres de distance de sécurité à 90 km/h. Donc bonne réponse B. Question 21. L'AFU, l'aide au freinage d'urgence, permet de raccourcir les distances de freinage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors l'AFU, l'aide au freinage d'urgence, qu'est-ce que c'est? Donc ça aide lors d'un freinage d'urgence à appuyer le plus fort possible sur la pédale de frein. Donc ça permet de freiner vraiment un freinage optimal. Donc pour forcément s'arrêter le plus tôt possible. Et qu'est-ce que ça fait aussi? Ça allume automatiquement les feux de détresse pour prévenir éventuellement un usager qui arrive derrière, justement d'un freinage d'urgence. Mais ça permet pas de raccourcir les distances de freinage. Donc cet AFU, c'est un système électronique, forcément, mais un système électronique ne pourra pas raccourcir les distances de freinage. Il n'y a rien sur un véhicule qui permet ça. Donc non, bonne réponse B. Question 23. Pour dépasser un cycliste en agglomération, je peux laisser un intervalle de sécurité de 0,50 m, réponse A, 1 mètre, réponse B, 1,50 m, réponse C. Alors pour dépasser un cycliste donc en ville, il ne faut pas passer trop proche de ce cycliste au cas où qui ferait un écart. Donc cet intervalle de sécurité réglementé, donc en ville, il faut laisser au minimum 1 mètre. Donc si je laisse 50 cm, ce n'est pas assez. Du coup 1 mètre, c'est bon. Alors attention par contre à la question, c'est je peux laisser. Donc je peux laisser au minimum 1 mètre, mais je peux aussi laisser beaucoup plus que 1 mètre. Je peux aussi laisser 1,50 m, 2 mètres, 3 mètres, ce que je veux, tant que c'est égal ou supérieur à 1 mètre. Donc bonne réponse B et C. Question 24. Pour prendre ce virage en sécurité, il faut mieux freiner avant le virage, réponse A, dans le virage, réponse B, le SP,
contrôle de trajectoire permet d'éviter toute sortie de route? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors pour prendre un virage assez serré, il faut mieux donc freiner avant le virage, hein. Donc pour avoir la bonne allure quand je vais entamer mon virage. Si je freine dans le virage, je vais arriver trop vite, j'ai beau tourner mes roues, avec la force centrifuge, c'est-à-dire la force qui va m'éjecter à l'opposé du virage, je risque d'aller tout droit, hein. Donc il faut freiner avant le virage pour avoir la bonne allure, pour prendre ce virage. Donc avant le virage, donc l'ESP, donc c'est le contrôle de trajectoire. Donc c'est un petit système électronique qui va vérifier justement si le véhicule se met à déraper fortement. Et ça va permettre, en freinant une ou plusieurs roues, de remettre le véhicule dans le bon chemin. Forcément, ça a ses propres limites, hein. Donc la question, est-ce que ça permet d'éviter toute sortie de route? C'est-à-dire toute sortie de route, c'est-à-dire on peut prendre n'importe quel cas. J'arrive à 200 km/h, est-ce que si j'ai l'ESP, je ne sors pas de la route? Donc non, forcément ça a ses propres limites, hein. Donc voilà, hein, est-ce que ça permet d'éviter toute sortie de route? Non, si j'arrive beaucoup trop vite, même si j'ai l'ESP, c'est pas ça qui va m'aider à bien prendre mon virage. Donc bonne réponse, donc je freine avant le virage, mais ça n'évite pas toute sortie de route. Donc A et D. Question 25. À 50 km/h, la distance parcourue pendant le temps de réaction est d'environ 9 mètres, réponse A, 15 mètres, réponse B, 25 mètres, réponse C. Alors ici, on demande la distance parcourue pendant le temps de réaction. Alors attention à ne pas confondre avec la distance d'arrêt, hein. Souvent vous confondez les deux, donc attention à ça. Alors comment calculer la distance parcourue pendant le temps de réaction? Donc déjà ce qu'il faut savoir, le temps de réaction c'est environ 1 seconde. Donc pour calculer ce qu'on parcourt pendant 1 seconde, c'est assez simple. On va prendre le chiffre des dizaines de la vitesse. Donc c'est-à-dire à 50 km/h, le chiffre des dizaines de la vitesse, ça va être 5. Qu'est-ce qu'on va en faire de ce 5? On va multiplier par 3. Donc 3 fois 5, ce qui nous donne 15. Donc ça nous donne ce qu'on parcourt pendant 1 seconde. Donc pendant 1 seconde, à 50 km/h, je vais parcourir 15 mètres. Forcément, en 2 secondes, je vais parcourir 30 mètres, etc. Donc, pendant le temps de réaction, pendant la distance parcourue pendant ce temps de réaction, à 50 km/h, je vais parcourir 15 mètres. Donc, 3 fois 5. Donc, bonne réponse B. Question 26. Avec le piéton, je laisse un espace de sécurité de 0,50 m, réponse A, 1 mètre, réponse B, 1,50 m, réponse C. Alors la règle pour laisser un intervalle de sécurité, donc c'est-à-dire il ne faut pas passer trop proche d'un piéton. Donc la règle est différente si on est en ville ou pas. Donc en ville, il faut laisser entre moi et le piéton au minimum 1 mètre.
Et si on est hors agglomération, c'est 1,50 m. Donc ça, il faut le savoir par cœur. Donc que ce soit pour un piéton ou aussi un deux roues, hein, c'est exactement la même règle pour l'écart de sécurité. Donc comme là on est en ville, hein, suivant le paysage, donc il faut laisser au minimum 1 mètre de sécurité. Donc bonne réponse B. Question 28. La distance de sécurité entre le véhicule 1 et 2 est suffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc ici nous sommes sur un réseau autoroutier, on peut le voir grâce au panneau à fond bleu et le nom aussi de la route, hein, l'autoroute A10. Alors sur autoroute, hein, comment savoir si on a de bonnes distances de sécurité? Donc c'est assez simple, hein, quand on est dans la voie la plus à droite, on va se repérer par rapport au trait de la bande d'arrêt d'urgence. Hein, je vous rappelle ici, on n'a pas le droit de rouler, c'est vraiment en cas d'urgence qu'on doit laisser libre cet emplacement pour s'arrêter. Ou aux véhicules d'intervention d'urgence si jamais il y a un bouchon. Donc cette bande d'arrêt d'urgence, comment savoir là entre deux véhicules si on a une bonne distance de sécurité? Donc il faut laisser deux grands traits entre le premier véhicule et celui qu'on suit. Donc du coup entre le véhicule 1 et le véhicule 2, est-ce qu'on a deux grands traits? Donc non, vous voyez, si on reporte ici, on a quoi? On a au total éventuellement un trait, mais on n'a pas deux traits de distance de sécurité. Pareil entre ces deux véhicules, vous voyez, on n'a pas deux traits entiers. Par contre, le véhicule 2 et ce véhicule-là ont une bonne distance de sécurité. On voit bien qu'il y a deux traits entre ces deux véhicules. Mais entre le véhicule 1 et le véhicule 2, la distance de sécurité n'est pas suffisante. Hein. Donc bonne réponse B. Question 33. À 90 km/h, la distance d'arrêt est d'environ 25 mètres, réponse A, 50 mètres, réponse B, 80 mètres, réponse C, 110 mètres, réponse D. Alors, là on nous demande donc la distance d'arrêt. Donc attention déjà de ne pas confondre la distance d'arrêt et la distance de sécurité. C'est deux choses différentes. La distance d'arrêt, c'est à partir du moment que j'aperçois la chose qui va m'obliger à m'arrêter jusqu'à que le véhicule se stoppe. Hein, c'est ça la distance d'arrêt. Donc ça comprend la distance parcourue pendant le temps de réaction plus la distance de freinage. Alors comment calculer cette distance d'arrêt? C'est assez simple par rapport à l'allure. On va prendre le chiffre des dizaines de la vitesse. Du coup là 90 km/h, le chiffre des dizaines c'est 9. Et qu'est-ce qu'on va en faire? On va le multiplier par lui-même. Donc c'est-à-dire 9 fois 9, ce qui nous donne 81. Donc du coup ça fait environ 80 mètres. Hein. Petit exemple, à 50 km/h, ma distance d'arrêt sera environ de combien? Donc chiffre des dizaines, c'est 5. On va multiplier par lui-même. 5 fois 5, ça fait 25. Donc là, ce serait 25 mètres hein, à 50 km/h. Donc là, voilà, là 90 km/h, 9 fois 9, ça fait à peu près 81. Donc c'est environ 80 mètres. Donc bonne réponse C. Question 36. J'ai une bonne distance de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc ici nous sommes dans un tunnel. Donc dans les tunnels,
pour savoir si on a une bonne distance de sécurité, il faut voir s'ils sont équipés de diodes bleues, hein, ce qui est le cas dans ce tunnel. Et comment se repérer par rapport à ces diodes bleues? Donc c'est assez simple, il faut laisser 2 diodes bleues entre moi et le véhicule que je suis, hein. Donc on a une première diode et une deuxième diode bleue. Donc j'ai 2 diodes bleues entre moi et le véhicule que je suis. Donc j'ai une bonne distance de sécurité. Donc bonne réponse A. Question 33. Pour dépasser ce cycliste, je peux laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre, réponse A, 1 mètre 50, réponse B, 2 mètres, réponse C. Alors pour savoir l'intervalle de sécurité donc qu'il faut laisser déjà au minimum, la question qu'il faut se poser c'est si on est en ville ou pas. Donc vu le paysage, on est hors agglomération. Donc hors agglomération, pour dépasser un cycliste, il faut le laisser entre le cycliste et mon véhicule au minimum 1,50 m. Donc je ne peux pas laisser 1 mètre, ce serait beaucoup trop proche. Je vous rappelle pourquoi, parce que si jamais le cycliste fait un écart, forcément ça peut être très dangereux. Donc je dois laisser au minimum 1,50 m. Alors la question c'était pas combien on peut laisser au minimum, c'est je peux laisser combien. Donc je peux laisser forcément le minimum, je peux laisser les 1,50 m, mais je peux aussi laisser 2 mètres. Forcément, je peux laisser beaucoup plus que le minimum. Donc toujours attention de bien lire les questions. Hein, c'était pas au minimum combien, c'est je peux laisser quel intervalle. Donc B et C. Question 36. Dans un tunnel, je dois conserver des distances de sécurité en circulant. Oui, réponse A. Non, réponse B. À l'arrêt. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors quand on conduit, ce qu'il faut savoir, il faut toujours avoir de bonnes distances de sécurité, quelle que soit la situation. Donc dans un tunnel, comme n'importe quel endroit, il faut bien sûr avoir une bonne distance de sécurité. Pourquoi? Si jamais le véhicule freine, que j'ai le temps de réagir pour freiner à mon tour. Si je suis trop près, je ne vais pas avoir assez de temps pour agir et je risque de percuter le véhicule qui est en face de moi. Et à l'arrêt, il faut aussi avoir de bonnes distances de sécurité. Donc en règle générale, il ne faut pas être trop proche du véhicule. Pourquoi? Si on se fait percuter par l'arrière, qu'on n'aille pas percuter nous-mêmes le véhicule qui est devant nous. Et spécialement dans les tunnels, il faut avoir de très grandes distances de sécurité à l'arrêt, éventuellement 2 diodes bleues. Pourquoi? En cas d'incendie. Si jamais le véhicule qui est devant moi, tout d'un coup il s'arrête parce qu'il prend feu, si moi je suis arrêté juste derrière, je risque à mon tour de prendre feu aussi. Alors que si j'ai une très bonne distance de sécurité, le véhicule peut prendre feu devant moi, comme je suis loin, il n'y a pas de souci. Donc c'est pour ça, spécifiquement aussi dans les tunnels, il faut avoir de très grandes distances de sécurité, même à l'arrêt. Donc bonne réponse A et C. Question 39. Le temps de réaction est plus court à 50 km/h qu'à 100 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le temps de réaction, qu'est-ce que c'est? Le temps de réaction, c'est à partir du moment que je vais apercevoir la chose qui va me faire réagir. Là, par exemple, la traversée d'un piéton.
forcément il va falloir s'arrêter. Donc c'est à partir du moment que mes yeux vont voir le piéton, ensuite le cerveau va analyser, va prendre une décision. Ah, comme il y a un piéton, il va falloir freiner pour s'arrêter. Jusqu'au moment où je vais appuyer sur la pédale de frein pour que le véhicule se stoppe. Donc ce temps de réaction, il est toujours à peu près égal à 1 seconde. En moyenne, un être humain met 1 seconde pour réagir. Donc ce temps de réaction sera toujours le même, qu'on soit à 50 km/h, à 100 km/h, à 200 km/h, le temps de réaction sera toujours à peu près d'1 seconde. Même si je suis à l'arrêt, mon temps de réaction sera à peu près toujours d'1 seconde. Donc il ne sera pas plus court à 50 qu'à 100 km/h, puisqu'il sera le même, le temps de réaction sera le même. Donc bonne réponse B. Question 40. Le temps de réaction à 50 km/h est d'environ 1 seconde, réponse A, 2 secondes, réponse B. La distance d'arrêt à 50 km/h est d'environ 25 mètres, réponse C, 33 mètres, réponse D. Alors, le temps de réaction, qu'est-ce que c'est? C'est le temps qu'on met à réagir. Donc, par exemple, ce véhicule arrive, il aperçoit un véhicule qui est prioritaire. Donc, c'est à partir du moment qu'il aperçoit le véhicule, son cerveau va analyser qu'est-ce qu'il faut que je dois faire. Donc, on doit s'arrêter. Et à partir du moment qu'il va appuyer sur la pédale de frein pour s'arrêter. Donc, ce temps de réaction, il est toujours d'environ 1 seconde. On met toujours à peu près 1 seconde à réagir. Alors, ce temps de réaction ne dépend pas de la vitesse. Donc on roule à 2 km/h ou à 100 km/h, le temps de réaction sera toujours à peu près d'1 seconde. Par contre, ce qui change, c'est la distance parcourue pendant le temps de réaction. Forcément, en 1 seconde à 2 km/h, on va pas parcourir beaucoup de distance. Par contre, à 100 km/h, en 1 seconde, je vais parcourir beaucoup de distance. Donc là, on nous demandait juste le temps de réaction, donc c'est à peu près d'1 seconde, n'importe quelle allure. Par contre, la distance d'arrêt, donc elle va varier forcément en fonction de la vitesse. Je vous rappelle, la distance d'arrêt, c'est la distance parcourue pendant ce temps de réaction, plus la distance de freinage, le temps que le véhicule met à s'arrêter. Donc, comment faire ce calcul de la distance d'arrêt? Donc, par rapport à la vitesse, on va prendre le chiffre des dizaines de la vitesse. Donc à 50 km/h, c'est le chiffre 5. Et on va le multiplier par lui-même. Donc 5 fois 5, ça nous donne 25 mètres. Donc attention de ne pas confondre la distance d'arrêt avec la distance de sécurité. C'est un autre calcul. Là on parle bien de la distance d'arrêt. La distance d'arrêt, on prend le chiffre des dizaines de la vitesse et on multiplie par lui-même. Donc bonne réponse A et C. Question 40. Sur autoroute, il faut toujours laisser 2 traits de distance de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ce panneau, on voit beaucoup ces panneaux-là sur autoroute, et puis ça on nous le dit souvent, donc il faut laisser 2 grands traits de la bande d'arrêt d'urgence pour avoir une bonne distance de sécurité. Pourquoi? Comme ça c'est très facile forcément à voir. Par contre, ce qu'il faut savoir, ça c'est quand on roule à la vitesse maximale autorisée. C'est-à-dire forcément si on roule moins vite, je peux laisser un peu moins que 2 traits. Éventuellement, par exemple, si on a 90 km/h, si je laisse 1 trait et demi, donc c'est suffisant. Et forcément, par exemple, s'il y a des bouchons, je peux forcément être beaucoup plus proche. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas toujours laisser
2 grands traits. Si je roule à vitesse maximale autorisée, oui, il faut au minimum ces 2 traits, mais si je roule moins vite, j'adapte forcément ma distance de sécurité. Donc non, bonne réponse B.